Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'instruction if. Cette instruction permet de coder une condition du type « si j'ai ceci, alors fais tout cela ». C'est une instruction très courante, présente dans pratiquement n'importe quel programme Python. Par exemple, dans le programme de recherche du prochain vendredi 13, on trouve une instruction if à la ligne 19. Donc, à cette ligne, il faut comprendre que si le 13 du mois courant est un vendredi, ce qui est traduit par le égal 4, alors il faut afficher la date de ce vendredi, donc ça c'est ce qu'on trouve à la ligne 20, puis interrompre la boucle de recherche, ça c'est la ligne 21, puisque le but est juste de trouver la date du prochain vendredi 13. Maintenant, on va examiner un petit programme qui utilise une instruction if. Ce programme définira une variable x référant un entier. Il affichera la valeur de x, donc moins 10 dans notre premier exemple et 2020 dans le second. Puis il testera si x est strictement négatif et si c'est le cas, il affichera le message x est négatif et affichera également la valeur de l'opposé de x, c'est-à-dire moins x. Et dans tous les cas, il se terminera en affichant un message fin du programme. Maintenant passons au code. On définit x, donc par exemple x égale moins 10. On écrit un code d'affichage print x et pendant qu'on y est, on écrit le code d'affichage de fin du programme. On teste, ça fonctionne. Et maintenant, on teste avec un if, si x est négatif, en écrivant if x négatif, 2 points. On écrit le code d'affichage que x est négatif, et on écrit le code d'affichage de l'opposé de x. On teste avec x égale moins 10, ce qui donne le résultat attendu. On change x en 2020, on teste encore et ça fonctionne. Maintenant, décrivons la syntaxe d'une instruction if. Une instruction if commence par le mot-clé if. Notez la coloration syntaxique en vert du mot if. Il y a ensuite deux parties dans une instruction if. L'entête qui se termine par 2 points et qui sont obligatoires. Et puis une ligne en dessous commence ce qu'on appelle le corps de l'instruction if, qui est un bloc de code indenté par rapport à la marge. L'indentation est un élément fondamental de la syntaxe du langage Python. Par ailleurs, dans l'entête de l'instruction if, on observe un booléen, ici x négatif, et qui fait l'objet du test. Ce booléen dépend souvent d'une variable définie auparavant, donc ici x. Quand Python exécute la ligne d'entête du if, il teste si le booléen est vrai. S'il l'est, il entre dans le corps de l'instruction if et exécute toutes les lignes qui sont indentées. Puis le programme continue normalement son cours, ici avec la ligne print fin du programme. Si le booléen est faux, tout le code de l'instruction if est ignoré et le code se poursuit après ce corps, ici avec la ligne print fin du programme. Il faut bien comprendre que l'indentation sert à isoler les instructions qui seront exécutées si le test effectué avec le booléen est vrai. Étudions maintenant les erreurs d'indentation. Donc pour ça, je vais réécrire le code précédent, mais juste après l'entête du if, je vais volontairement oublier d'indenter, si bien que le code du corps de l'instruction if sera à la même distance de la marge que le if au-dessus. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, on va obtenir une erreur de catégorie Indentation Error, comme on va le voir en rouge dans la sortie. Et pour rectifier, il suffit d'indenter tout ce qu'on veut voir exécuter si x est négatif, c'est-à-dire tout le corps de l'instruction if. Pour rectifier, il suffit de réindenter les deux lignes. Autre problème d'indentation, je vais réécrire le code comme ci-dessus, sauf que je vais indenter artificiellement juste la première ligne du corps de l'instruction. Donc ici, je vais rajouter un espace, et à ce moment-là, donc, l'indentation n'est plus homogène, et ça va provoquer, comme précédemment, un message d'Indentation Error. Donc,
comment remédier au problème? Tout simplement, il suffit d'indenter tout le corps sur la ligne, par exemple, inférieure, et le code, à ce moment-là, va refonctionner comme on peut le voir. Donc je vais revenir au code fautif précédent. On peut aussi indenter par rapport à la ligne supérieure, et à ce moment-là, le code marchera. Au total, ce qui compte, c'est que tout le code de l'instruction if soit à une indentation homogène. Venons-en maintenant à la propriété d'indentation automatique de l'éditeur dans Jupyter. Je reprends le code précédent, j'écris l'entête de l'instruction if, et à ce moment-là, il va falloir observer attentivement le placement du curseur quand on tape sur la touche Entrée après les 2 points. Vous allez observer que le curseur se place en dessous, mais pas en début de ligne. Et le phénomène se reproduit si on tape plusieurs fois de suite sur la touche Entrée. Donc je reviens en arrière et je vais maintenant écrire du code dans le corps de l'instruction if. En fin de ligne, si on tape sur la touche Entrée, eh bien, on observe que le curseur se place à la verticale de la dernière ligne. Donc l'éditeur est intelligent et comprend qu'on est dans le corps d'une instruction composée. Il en va de même pour la ligne suivante et toutes les lignes qu'on pourrait saisir. Et en fait, le programmeur n'a à se soucier de l'indentation que lorsqu'il veut quitter le corps de l'instruction if. C'est le programmeur qui, en appuyant sur la touche retour arrière, décide d'interrompre l'indentation automatique. On peut alors écrire la dernière ligne du programme et afficher pour vérifier que tout est conforme. En résumé, le programmeur ne gère pas l'indentation, c'est l'éditeur qui s'en charge. Lui, il gère juste la désindentation. Dans le corps d'une instruction if, on peut placer n'importe quelle instruction. En particulier, on peut placer une nouvelle instruction if et on parle alors d'instruction if imbriquée. Par exemple, considérons le programme qui teste si un entier n est multiple de 100 et si oui, s'il est multiple de 200. Eh bien, ce code va contenir une instruction if imbriquée. Écrivons le code. On part de n égale 4200 et on teste avec une instruction if si n est multiple de 100. Donc n modulo 100 égale 0. Si c'est le cas, on affiche un message qui indique que n est multiple de 100 et on calcule le quotient exact de n par 100. Et on teste alors si ce quotient est pair. Et s'il est pair, ça veut dire que n est un multiple de 2 fois 100, c'est-à-dire 200, ce qu'un message va indiquer. Donc on observera dans ce code que le premier if a son corps qui est indenté, et à l'intérieur il y a un if avec une deuxième indentation. Maintenant on va tester le code, donc on le valide, et on voit qu'effectivement il y a 2 affichages, puisque 4200 est bien un multiple de 200. On change la valeur de n, on prend 4210, et là il n'y a aucun affichage, ce qui est normal. Changeons n pour 4100, à ce moment-là il n'y a qu'un seul affichage, comme c'était prévisible. Passons à un petit exercice. On donne un montant m en euros, par exemple m égale 8181 euros, et on donne un montant de billets en euros, par exemple un billet de b égale 10 euros. Et on demande combien de billets de valeur b faut-il au minimum pour régler le montant m. Pour le cas de 8181, alors 818 billets ne suffisent pas, puisque cela permet juste de régler 8180 euros, et il faut un billet de 10 euros supplémentaires, donc au total 819 billets. Par conséquent, la réponse attendue est de 819. Si au contraire m vaut 800 euros, alors le montant va tomber juste et il faudra 80 billets de 10 euros. Donc l'algorithme est tout simple. Si le montant tombe juste, le nombre de billets est le quotient exact Q de m par b. Sinon, c'est qu'il faut un billet de plus que le quotient exact par b. Donc écrivons b, le montant du billet, m le montant 8181,
et calculons le quotient exact de m par b et testons. Donc si le nombre tombe juste, c'est-à-dire si le reste de la division exacte de m par b est 0, le nombre de billets est n. Donc on teste en calculant le reste de la division de m par b, et si ce reste n'est pas nul, le nombre de billets est n plus 1 qu'on réaffecte à n. Par suite, la réponse est dans tous les cas n, qu'on affiche avec print n. Donc on va tester pour m égale 8181, et on trouve 819 billets. Changeons pour m égale 800, la réponse est bien 80 billets.